est reparti pour une nouvelle interview tracteur. Alors là j'ai la chance d'avoir Marc, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, tu représentes, tu es aussi dans le groupe Agriculteurs de Bretagne. C'est ça. Tu es administrateur? C'est ça, je suis administrateur, ouais. Ok. Et je représente en fait les écoles d'agriculture. Ok. Parce que j'imagine qu'il y a pas mal d'écoles d'agriculture et de formation, donc je pense que ça va être un sujet intéressant. On a parlé justement avec les concessions Alexandre de formation nécessaire et puis de recrutement. Alors quel type d'école tu gères toi? Bien, moi je dirige donc le lycée Pommerite à La Roche-Chaudy, là, qui est à une bonne vingtaine de kilomètres là d'ici, de Guingamp. Mais donc, comme je disais, je représente en fait l'ensemble des écoles d'agriculture parce qu'on a la chance en France d'avoir un enseignement agricole très structuré et puis quand même assez dense, c'est vrai, sur le territoire, en particulier en Bretagne. Il y a un réseau d'établissements publics, Ouais. des lycées d'État, donc il y a un réseau d'établissements privés qui se décompose même en trois réseaux d'enseignement privé. Un qu'on appelle le CNEAP, le Conseil national de l'enseignement agricole privé, dont mon établissement est adhérent. D'accord. Il y a 200 établissements en France. Il y a un autre réseau, je pense, qui est bien connu aussi, c'est celui des maisons familiales rurales, Ouais. qui comprend aussi à l'échelle nationale, je crois, près de 400 établissements. Et puis un troisième réseau qui est lui un peu moins important, mais qui a le mérite d'exister, qu'on appelle l'UNREP, l'Union nationale des établissements de promotion rurale, quelque chose comme ça, qui est un réseau qui a été créé à l'origine beaucoup par des professionnels en fait, Okay. et qui était beaucoup orienté sur l'horticulture à l'origine, quoi. Ok, donc ça, c'est un tissu qui permet vraiment, j'allais dire pour les jeunes qui nous regardent, de trouver éventuellement des voies de formation qui sont vraiment très bien orientées et très spécialisées alors. Bah, disons que dans tous les départements, oui, il y a quand même une offre, je pense, assez riche. Et on oublie trop souvent, sans doute, que l'enseignement agricole a quand même vocation à servir des milieux professionnels relativement divers. Parce que déjà, l'agriculture en elle-même, on en reparlera peut-être, mais elle est déjà très diverse. Oui. Elle est déjà très plurielle. C'est pas faute de le dire, oui, Ben tout à oui. fait. Et puis en plus, l'enseignement agricole a vocation à servir plus largement ce qu'on appelle le milieu rural. Et en fait, il y a des formations qui dépassent, bien entendu, ce qu'on appelle la production, quoi. Oui. Et il y a tout ce qu'on appelle l'animation du milieu rural, notamment des filières, par exemple, de services aux personnes. Et aujourd'hui, on a besoin aussi beaucoup, dans ces métiers-là, évidemment, de nouvelles compétences et de nouvelles ressources. Il y a aussi tout ce qui concerne la commercialisation des produits agricoles transformés, notamment les produits alimentaires, et puis tout ce qui est l'agrofourniture. Aussi. Et là, tout le domaine des agroéquipements, bien entendu, en fait partie. Et puis, le ministère de l'Agriculture, c'est aussi la forêt, c'est aussi la pêche, c'est aussi les espaces naturels, c'est aussi le milieu du paysage, l'horticulture, les pépinières. Enfin, c'est vrai que c'est un milieu quand même extrêmement divers, extrêmement large, extrêmement riche, quoi. Peut-être pas économiquement tout le temps, mais en tout cas extrêmement riche de En diversité. diversité, exactement. Et combien il existe de types de formations différentes? Tu as une idée du nombre de formations? Ça doit être énorme, non? Oui, c'est plus d'une cinquantaine de formations. Et ça va de quel niveau à quel niveau? Alors on peut sortir avec un CAP bien et sûr, aller jusqu'à école d'ingénieur, j'imagine. C'est ça, au-delà. exactement. Les écoles vétérinaires font partie aussi de la compétence du ministère de l'Agriculture. En fait, dans nos lycées agricoles, on peut accueillir des jeunes à partir de la classe de 4e. D'accord. C'est-à-dire des jeunes qui ont déjà une idée assez précise de ce qu'ils souhaitent faire après. C'est ce que j'ai fait moi. Ouais. Ben oui. Parce que j'étais pas forcément hyper top au niveau scolaire et je suis arrivé en 4e, qu'on appelle, j'allais dire c'était technologique un petit peu. Voilà, plutôt technologique, voilà. Pour aller sur une orientation. Ouais. Et on peut continuer ainsi plus loin, quoi. Exactement. Alors ça peut concerner soit des jeunes qui ne s'y retrouvent pas bien, on va dire, dans le système plus classique, qui ont besoin d'une approche plus concrète, plus d'études de terrain, d'études de milieu, déjà une initiation un peu au stage. Donc c'est ce que ce cycle 4e, 3e permet chez nous. Et puis sinon, évidemment, on nous rejoint après la 3e pour des parcours, soit dans la voie professionnelle, pour le bac professionnel, les bacs professionnels,
soit dans la voie technologique, puisqu'on a un bac technologique avec plusieurs spécialités, soit dans la voie générale aussi, puisqu'on a un bac général, alors on l'appelait le bac S, Ouais. jusqu'à ce que les séries là, disparaissent il y a 2 ans. Maintenant on l'appelle bac général, sachant que chez nous il a toujours un contenu quand même orienté plutôt sciences du vivant, Ouais. biologie, écologie, Biologie. agronomie quoi. Hein. Donc il y a le CGEA, STAV, les bacs, et dans une même école, on peut rentrer en seconde et après, en fonction du résultat aussi ou de l'orientation qu'on a déterminé un peu plus en seconde, aller s'orienter vers un bac qui sera plus technique, plus pro ou plus général, si on n'a pas encore une idée précise de ce qu'on veut faire. Exactement, il y a vraiment l'ouverture au choix et il y a plus que jamais aujourd'hui des possibilités, on va dire de passerelles aussi. Hein, quand on fait une seconde générale et technologique et que finalement bon, on se rend compte que c'est pas vers ces voies-là qu'on veut aller, on peut regagner aussi une première professionnelle. Voilà, quand on fait un parcours aujourd'hui professionnel, bac pro, et qu'on a envie de poursuivre ses études, on peut bien entendu poursuivre en BTS. Ouais. Et on encourage même beaucoup aujourd'hui, évidemment, nos bacs pro Ouais. à poursuivre en BTS parce qu'on sait bien que avec Bah, le la niveau vie- de compétences requis aujourd'hui, tous ceux qui peuvent accéder à ce niveau-là d'enseignement supérieur se donnent sans doute de meilleures chances de pouvoir bien s'adapter, quoi. C'est pas une obligation, mais c'est sans doute. Ça devient une possibilité, ça fait monter le c'est niveau sans en doute un compétences. Et C'est sans doute un il y a aussi une voie qui est de plus en plus mise en avant, c'est la voie de l'apprentissage, qui est Exactement. intéressante aussi parce que moi je vois, j'ai un apprenti à la maison. Ah oui. Et c'est vrai que ça a été souvent considéré comme allez, une voie secondaire parce que c'est parce que tu n'avais pas le niveau ou des choses comme ça. Alors que justement quand le niveau scolaire te casse un petit peu les pieds, tu es plus quelqu'un de pratique, tu peux quand même arriver à des niveaux d'ingénieur avec des formations en alternance alors. Évidemment. Évidemment, là-dessus, il faut vraiment reconnaître qu'en France, on a trop tardé Ouais. à considérer, on va dire, les vertus de l'alternance, quoi. Et d'ailleurs, je salue au passage le réseau que j'évoquais tout à l'heure, là, de l'enseignement agricole, qui est celui des maisons familiales, Oui. qui depuis toujours ont cru Mhm. vraiment en l'alternance, puisque c'est vraiment leur spécificité et ce qu'ils appellent le rythme approprié chez eux. Et il faut reconnaître que pour certains profils de jeunes, ou à certains moments du parcours d'un jeune, Ouais. ça peut être très salutaire Très adapté. de passer par cette respiration-là, quoi. En plus, ça peut lui donner un peu de moyens économiques pour certains qui peuvent avoir des difficultés parce qu'il y a aussi une prise en charge et puis un petit salaire qui Alors arrive ça derrière. c'est l'apprentissage. Ça peut être avec Ça, l'apprentissage une autre forme. Il faut Bon. reconnaître que depuis la loi là, de 2018, qui est très récente, hein, qu'on Mhm. appelle choisir son avenir professionnel, on a remis vraiment l'apprentissage sous les lumières et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Il faut vraiment qu'on change de regard sur cette modalité pédagogique-là. C'est souvent une hésitation des parents de dire ah mais oui mais si tu vas en professionnel ou en alternance tu vas arriver dans un milieu bouché, tu vas pas trouver d'autres fonctionnements, puis c'est négligé ou c'est dégradant, alors qu'à l'inverse, moi pour l'avoir vécu, moi mon épouse a fait une formation en alternance, Ouais. elle a eu son boulot à la sortie de son BTS, Bien sûr. et il y en a beaucoup comme ça qui ont à l'inverse C'est- une compétence que justement Eh oui. des agriculteurs ou des entreprises cherchent quoi. C'est clair qu'en matière d'insertion professionnelle, d'adaptation vraiment à l'emploi, c'est d'une certaine manière un peu imbattable, quoi, hein, Ouais. comme efficience, quoi. L'accès à l'emploi, ouais. Mais même au-delà de ça, je trouve qu'en parcours même de formation, il faut qu'on reconnaisse à sa juste place cette modalité-là pédagogique. Je trouve par exemple qu'on ne dit pas assez qu'un médecin est formé par apprentissage. Ouais, une infirmière, moi je viens de m'en rendre compte parce que ma fille est entrée en école d'infirmière, plus de la moitié de sa formation se passe en stage. Exactement. Et Voilà. c'est pas, et voilà, certes elle a besoin de théorie, mais en réalité la formation d'infirmière c'est Eh oui. plus de la moitié du temps en stage. Et oui. Et je pense que si les chirurgiens, par exemple, déclaraient de manière plus ouverte qu'ils sont des produits de l'apprentissage, Ouais, je pense que ça changerait notre regard. tout à fait. Et c'est la réalité, et c'est d'ailleurs rassurant, parce que se faire opérer par quelqu'un qui a déjà pratiqué, c'est quand même plus rassurant. Oui, parce que 9 ans derrière un crayon Bon, ou un clavier bon. d'ordinateur, ça ne doit pas aider beaucoup à Mais avoir oui. la pratique. Quoi. Mais oui. Donc c'est vrai que là-dessus,
voilà, on a réagi un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Ouais, Je pense c'est bien qu'à de le partir de mettre en avant. maintenant, il faut vraiment qu'on fasse la promotion de ces parcours-là. Les Allemands l'ont fait, on le sait, hein, bien avant nous, Ouais, ouais. les Canadiens aussi. Bon, il ne s'agit pas de hiérarchiser, mais il s'agit surtout de Ouais. mettre en avant que nous ne sommes pas tous faits de la même manière. Nous n'avons pas tous la même relation au savoir. Nous ne mettons pas en œuvre tous les mêmes processus de compréhension. Et donc, il faut que chacun trouve le bon parcours qui lui convient bien, quoi. Ah, moi, pour exemple, difficulté en école de 6e, 5e, 4e, 3e, donc j'ai failli aller en apprentissage, mais pour finir, j'ai fait un BEP à l'époque, un BTA, j'ai fait un BTS, je suis quand même sorti avec un bac +2, alors qu'à la base, bah voilà, c'était pas forcément garanti acquis au début, hein, j'avais Exactement. pas des notes extraordinaires. Exactement. Et j'ai voulu prolonger, et c'est vrai que ces formations, et après si tu peux prendre en alternance ou en apprentissage, ça peut être aussi un moyen d'avoir une bouffée d'oxygène entre deux, d'avoir un peu de pratique et d'avoir un résultat qui est intéressant. Alors là, je vais te relancer parce qu'il y a notre petite équipe du co-farming qui a toujours prévu quelques petites questions. Ouais. Est-ce que tu peux regarder un petit peu les questions qui t'ont envoyées? Alors moi, je ne peux pas les lire, donc je te laisse le faire. Ouais. Tu le lis à haute voix et puis tu verras, il y a des réponses parfois un petit peu tordues, mais tu essayes de trouver la moins mauvaise peut-être, quoi. C'est moi qui vais devoir répondre là. C'est toi qui lis et c'est toi qui réponds et puis D'accord. on en discute un petit peu à deux en même temps. Alors là, question numéro 1, question à venir. Maintenant que nous pouvons aller sur Mars, et si nous pouvions y exporter la Bretagne, nous pourrions. Réponse A. Envoyer Raymond le cochon breton pour développer la production de rillettes. D'accord. Réponse B. Envoyer des graines de chou-fleur pour développer la production légumière. Réponse C. Envoyer directement les Queenaman pour un déjeuner calorique. Et réponse D. Envoyer Thierry avec Elon Musk avec un bouquin, des bottes et un Valtra. Bon. C'est pas possible, ils ont des trucs. Alors là, c'est vrai qu'ils ont laissé libre cours à l'imagination. Mars, bah, c'est vrai que c'est une aventure quand même cette affaire-là. Ouais. On en entend parler quand même depuis des décennies. Et puis finalement, on y arrive maintenant. Ça va finir par arriver. Hein. On y arrive. Alors on a quand même du mal encore à se projeter dans quelque chose de concret là-bas. Ouais. Moi, j'avoue que pour le moment, je me dis surtout, si on pouvait trouver là-bas des choses avec des propriétés particulières qui puissent nous apporter des solutions, ça pourrait peut-être être intéressant, quoi. Je ne sais pas, un minerai avec des vertus particulières, qui nous permettent d'avoir des batteries électriques. Voilà, qui ne sont pas polluantes, qui durent longtemps. Qui nous qui permettent d'accéder encore l'énergie renouvelable. à des capacités nouvelles. Pour ce qui est de la vie, il faut reconnaître qu'à l'heure qu'il est, je reste encore un peu, alors je ne vais pas dire sceptique parce que je n'ai pas envie d'être pessimiste, mais dubitatif en tout cas. Oui, c'est pas pour demain, je pense pas. Ça semble pas pour demain quand même. Hein. Et quelque part, on a peut-être intérêt aussi, alors ça peut aider, hein, mais c'est vrai que les innovations, les recherches ont toujours fait avancer, j'allais dire, des choses de base. Hein. La Formule 1 fait avancer la voiture, les nouvelles technologies de l'aérospatiale ont fait avancer aussi l'aviation, ont fait avancer l'utilisation de matériaux différents. Et cette avancée, ça permet de nous de faire progresser aussi notre courant, j'allais dire, classique. Et ce qu'il faut faire certainement attention, c'est faire attention à notre planète et la préserver aussi. Je pense que ça fait partie des trucs à mettre en avant. Et bon, la conquête de Mars, oui, bon, on verra bien quoi. C'est ça, alors évidemment, on est tous là aussi suspendus à cette interrogation de savoir est-ce qu'il y a eu une vie, sans que ce soit forcément évidemment celle qu'on connaît nous sur Terre, mais est-ce qu'il y a eu une vie là-bas? Le fait qu'il y ait eu de l'eau, manifestement, ça semble aujourd'hui quasiment avéré, hein, cette affaire-là. Donc le fait qu'il y ait eu de l'eau, évidemment, ça ouvre encore davantage la porte à une possibilité d'expression d'une vie. Maintenant, toutes les questions qu'il y aurait derrière, s'il y en a une, pourquoi il n'y en a plus, qu'est-ce qui s'est passé, enfin bon. Ouais, les évolutions quoi. Bon, on passe à côté de jolies maisons ici. C'est vraiment un beau secteur et on m'a dit qu'en rapprochant encore là-bas, on va voir encore des plus belles choses. Donc je pense qu'on va voir des beaux paysages. Oui, alors déjà on a une campagne plus comment dire,
bocagère, hein, sans Oui. doute que celle du... C'est du Pas-de-Calais, hein, je crois Ouais, moi que je suis tu du es, Pas-de-Calais, donc oui, non, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même, enfin pas le même climat, c'est pas tout à fait la même ambiance. Nous, on est très plat. toi. Ouais. Vous avez beaucoup d'arbres aussi, beaucoup Ah de. oui. Oui, Hein, il y a encore beaucoup de haies, on a même des talus ici, hein, parce qu'on est Oui. dans la région du Trégor et elle est caractérisée par ce patrimoine-là naturel des talus qui ont non seulement été préservés et entretenus, mais et qui sont même régénérés, restaurés. Il en est refait de nouveau. Il y a une volonté vraiment d'entretenir ce qui est considéré comme un patrimoine naturel, quoi. C'est marrant qu'on dise que voilà, bon, c'est vrai que la Bretagne a une agriculture très développée, mais elle a gardé aussi un côté nature extraordinaire, quoi. Ah oui, vraiment. Enfin, moi, je Vraiment. suis pas adepte de la Bretagne, honnêtement, je le dis. Oui, Je suis pas habitué plutôt, mais je trouve que c'est vraiment magnifique. Tout à l'heure, on était au bord de la plage. C'est joli. Alors, c'est pas de la plage de sable blanc comme on l'entend avec des cocotiers, mais au niveau paysage, il y a. Enfin, je sais pas, ça respire de verdure, ça respire de quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est vrai que c'est sympathique. Ah, il y a des plastiques ou des sacs papier qui Quelqu'un volent a aussi perdu, par ici. ouais. Ça Quelqu'un a arrive. perdu son sac, ouais. Bon, si on passait à une deuxième question. Alors, là, on, est peut, arrivé à on peut aller voir ce qu'on nous a Louargat. proposé. Louargat. Louargat. Alors, pourquoi il y a deux noms marqués sur les panneaux en Parce Bretagne? qu'il y a le nom breton. Il y a le nom breton. En réalité, je suis passé à une frontière, c'est pas la Grande-Bretagne, mais c'est vraiment le pays de la Bretagne. Hein. Ouais. Ça, c'est. Mais oui, il y a une c'est volonté. culture. Voilà, il y a une volonté culturelle et qui est portée quand même, on va dire politiquement assez largement, de vouloir Garder entretenir une l'identité. identité culturelle forte. Et dans cette identité culturelle forte, la langue, évidemment, occupe une place importante. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, on commence à reconnaître et à arriver à comprendre qu'on peut être, entre guillemets, bien français, vraiment français, mais avoir son identité de région, de département. Et quelque part, il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça qui fait notre richesse. Moi, en parcourant la France, je vais aller voir dans différents secteurs et c'est là où je vais voir aussi les richesses. Et ce serait dommage que tout soit uniformisé un jour, quoi. Ça serait ça, le pire alors, qui puisse arriver, quoi. Voilà, on a traversé une période pendant laquelle il y a eu une grande volonté de la France, mais d'un centralisme un peu, un jacobin, de vouloir unifier, mais de manière très homogénéisée en fait, la culture française. Et donc l'obligation du coup de passer par la langue française donc s'est imposée à tous. Et on a du coup, dans le système éducatif en France, interdit la pratique des langues régionales en fait dans les écoles. Quoi. On a donc il y a maintenant un peu plus de 2 générations, effectivement, et beaucoup de gens en ont souffert, hein, interdit aux enfants de parler breton ici en Bretagne quand ils arrivaient à l'école, quoi. Même si chez eux c'était encore la langue quotidienne, quoi. Après, est-ce que c'est pas une nécessité aussi d'avoir obligé à parler français pour qu'on soit unis et que tout le monde puisse comprendre? Voilà, mais c'est un grand débat. C'est un grand débat. Mais quelque part, il faut aussi pouvoir garder la possibilité de garder la tradition, quoi. Ce qui est sûr, c'est que cette opération-là a tari un petit peu, quand je dis un petit peu, beaucoup, quand même, la maîtrise de cette langue bretonne, parce qu'elle a été du coup, entre guillemets, parfois oubliée, abandonnée, mais par la force des choses, dans beaucoup de foyers. Et du coup, il y a un rebond là qui est voulu pour essayer de se réapproprier cette langue. Certains ont eu le courage de l'entretenir. Bon, il y a... On peut l'apprendre dans tes écoles? Oui, alors nous on le propose. Il y a des modules. Maintenant c'est autorisé. Enfin, oui, autorisé. Voilà, les langues régionales sont autorisées dans la palette là, des langues des options à la maîtrise des élèves et des options, exactement. Après tout, on apprend encore le latin et grec qui servent pas à grand chose. Enfin, autant apprendre une langue régionale aussi qui a une histoire, comprendre pourquoi les noms sont comme ça, pourquoi vous avez des prénoms qui sont différents aussi en général du reste de la France. C'est garder son identité, c'est intéressant, quoi. C'est ça, donc il y a vraiment aujourd'hui une nouvelle volonté qui s'exprime, et puis du coup il y a dans notre système éducatif, du coup en Bretagne, il y a un courant d'école, l'école d'Iwan, donc qui a voulu en refaire finalement, alors pas la langue parce que le français est incontournable, mais faire une vraie école bilingue, quoi. D'accord.
D'accord, on peut apprendre des matières avec... Et donc voilà, il y a quand même pas mal de disciplines donc, qui sont dispensées. Ah non, je me suis fait doubler par une cacahuète là. Il a le pied au plancher lui. Ah là là, ah oui, oui. D'ailleurs, on en voit pas mal des voiturettes hein, finalement. Ouais, ça circule. Là, ils arrivent à faire des modèles qui avancent je trouve tout à fait corrects aujourd'hui. Ouais. Bon allez, on repasse. Alors la question 2. Hein, ah bah tiens, c'est une question formation, dis donc. Oh, étrange. Pour attirer des jeunes talents vers le monde agricole, il faudrait, réponse A, créer un The Voice de l'agriculture pour occuper le prime time du samedi soir et motiver les générations. Pourquoi pas, c'est une bonne idée ça. Mais l'amour est dans le pré, c'est un peu ça, non? Je sais pas, hein, non, peut-être pas quand même. Réponse B, communiquer en continu tous unis sur le hashtag des bras pour ton assiette. D'accord. Oui. Ça, c'est un placement de produit, ça. Voilà. Réponse C, offrir pour Noël une formation agricole avec Thierry à tous les petits Français. Bon, disons, t'as du boulot toi, sur la planche. Et réponse D, faire un calendrier des professeurs d'école d'agriculture sous la direction artistique de Clara Morgan. Bah, c'est une idée sympathique. D'accord. A priori, ça sera un calendrier un peu déshabillé, alors j'imagine. Il y a des bonnes idées. De toute façon, il faut tout prendre aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut négliger aucune piste. En particulier, là, on voit des émissions grand public, etc. Enfin, je pense qu'il faut aussi qu'on puisse s'appuyer, moi je le crois, sur les médias. Oui. On en a beaucoup souffert hein, quand même, je trouve, ces dernières années. Hein. On n'a pas pris notre place. Non, on a beaucoup parlé de l'agribashing. Dans la réponse. Peut-être qu'on en a trop parlé, j'en sais rien, mais enfin c'est quand même une réalité. On a été desservi exagérément et outrancièrement même. Et je pense qu'il faut qu'on reprenne une place plus gratifiante. Il ne faut pas qu'on hésite à communiquer, à parler, parce que... ça me donne l'occasion, moi, en tant qu'acteur de la formation, de te tirer un coup de chapeau, Thierry, par rapport à tout ce travail qui est fait sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, pour parler de la vraie vie de l'agriculture, du quotidien de l'agriculteur, pour tout simplement témoigner de manière sincère de la réalité, de ce qui se fait en agriculture, de tous les efforts qui sont faits en agriculture, comme dans plein de métiers pour aujourd'hui progresser, pour mieux prendre en compte toutes les demandes sociétales qui se font jour et qu'on peut entendre et comprendre, mais les prendre en compte aussi de manière, réaliste et responsable. Mais qu'il faut remettre dans le contexte et arriver à faire comprendre aussi. On peut comprendre des attentes, mais on peut comprendre aussi, nous, nos problématiques et quelque part, parfois, la connaissance du milieu agricole est tellement faible en moyenne que c'est vrai que c'est difficile pour certains de s'imaginer comment on peut faire. Il y a du boulot, hein. C'est vrai qu'il y a un déficit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a changé de monde aussi, il faut reconnaître, en l'espace de 2 générations, où on est parti d'un monde où tout le monde avait un pied en agriculture en fait. Soit on était fils d'agriculteur ou au moins petit-fils, en tout cas on était voisins, cousins, enfin bon, tout le monde avait autour de la table familiale des gens qui pouvaient parler du métier. Aujourd'hui, on s'éloigne évidemment de génération en génération. C'est de moins en moins le cas. Et c'est de moins en moins le cas. Et pour autant, il y en a toujours qui se croient autorisés d'en parler, même en ayant une connaissance aujourd'hui vraiment très éloignée, quoi. Ouais, tout à fait. Pour ne pas dire parfois à côté de la plaque, quoi. Carrément, carrément. Donc il y a vraiment beaucoup à faire. Alors sur la question là, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer des jeunes dans les formations agricoles? Moi, je dis encore une fois qu'il faut prendre tout ça, tout ce qu'on peut déployer pour donner une image plus réaliste et plus conforme à la réalité. Mais en même temps, moi, je suis aussi convaincu qu'il faut vraiment qu'on fasse en sorte aussi que le monde agricole aille bien. Oui. Parce que je pense je pense qu'il faut que les témoignages qui émanent eux-mêmes de l'agriculture, il faut qu'ils soient positifs. Oui. Et si on veut que ces témoignages soient positifs, il faut que le vécu en agriculture soit un bon vécu. Et il faut reconnaître que là, on traverse quand même des années qui sont des années compliquées, difficiles, qui en plus stigmatisent parfois trop souvent le métier, les pratiques du métier, parfois à tort d'ailleurs.
Et tout ça, ça ne nous rend pas service, quoi. Ça ne donne pas envie forcément aux jeunes d'y aller. Il y a les jeunes qui sont eux-mêmes en agriculture, alors eux, à la limite, ils voient de l'intérieur ce qui s'y passe, donc ils peuvent relativiser par rapport à tout ce qu'on entend. Mais il y a ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui entendent tous ces commentaires, et forcément pour eux, c'est des commentaires qui sont un peu repoussants, quoi. Bah, sans parler des parents, quoi. Le regard d'un enfant qui va dire « Tiens, papa, maman, j'ai envie d'aller travailler dans l'agriculture, j'ai envie de travailler en concession, être mécano. » Oh mon garçon, attends, ou ma fille, fais gaffe à où tu vas, hein, tu te rends compte, t'entends parler de ça, ils parlent de produits, ils parlent de gens qui travaillent beaucoup, qui ne gagnent pas beaucoup leur vie, choisis une autre option, tu seras plus heureux. Et des gens qui sont passionnés, il y en a beaucoup hors agricole, hein, qui adorent le milieu, qui ont une vision intéressante aussi, peuvent se faire de temps en temps recaler par les parents parce que moi j'entends souvent dire c'est mon gamin qui a voulu aller en école agricole, mais nous on hésitait, c'est compliqué, on ne sait pas trop, est-ce que c'est bien payé, est-ce que c'est bien vu, et quand ils ne connaissent pas, de temps en temps ils hésitent et ça peut bloquer aussi certaines personnes. Donc il faut bosser sur l'image, je crois, c'est sûr. Exactement, il faut bosser là-dessus. Et puis il faut, je crois, toujours rappeler que évidemment le métier d'agriculteur, c'est un métier qui s'apprend comme tous les autres, quoi. On a connu évidemment des générations où ça se transmettait beaucoup sur le plan familial, c'est vrai. Mais aujourd'hui, non, mais ça c'est dépassé, ça s'apprend toujours sur le tas, ça s'apprend aussi dans les études. Mais on n'est pas tenu d'être fils ou fille d'agriculteur. On voit bien, nous, actuellement, déjà, dans nos établissements, même dans une classe vraiment de bac pro, conduite et gestion de l'exploitation agricole, bien, on a finalement un bon tiers des jeunes qui ne viennent pas du milieu, qui ne sont pas fils ou filles d'agriculteurs. C'est quand même déjà énorme. À mon époque, c'était l'équivalent du BTA, je pense. C'était le BTA, le BTAO, quoi. Nous, il y en avait un ou deux à tout casser dans la classe. Exactement. Alors que maintenant, c'est un tiers, c'est pas mal. Tiers, voilà, un bon tiers. Et les filles en enseignement agricole, il y en a de plus en plus aussi. Alors oui, ça reste encore évidemment minoritaire, mais ça peut être variable aussi d'une région à l'autre parce que ça peut dépendre des productions, c'est vrai. Mais bon... Une fille hésite moins qu'avant à demander à aller en formation agricole pour dire je vais reprendre l'exploitation. Moi j'en avais qu'une en classe de BEP, j'imagine qu'il y en a plus maintenant par exemple. C'est encore dur. Alors elles sont encore très très minoritaires, il faut reconnaître. Dans une promo, on va dire nous, peut-être d'une trentaine, bon, selon les années, on peut en avoir 4, 5, 6 quoi. D'accord. Bon, pas encore assez. Pas encore assez, mais pas encore assez, quand je dis ça, c'est surtout au sens où, évidemment, les femmes ont leur pleine légitimité en agriculture. C'est un métier qui est vraiment ouvert aujourd'hui, voilà, autant aux femmes qu'aux hommes, parce que les conditions d'organisation ont énormément évolué, les conditions de travail ont bien sûr évolué. En élevage, d'ailleurs, on a toujours reconnu, il faut quand même le rappeler, la pleine compétence des femmes, bien entendu, en élevage. C'est évidemment une évidence, même pour nous, pour les éleveurs. Après, ça reste une question de sensibilité. Je vois tout à l'heure, on discutait avec Charlotte qui adore le matériel, elle est pleinement intéressée dans son activité. Il y a des sensibilités de garçons qui sont des éleveurs nés parce qu'ils sont sensibles aussi. Et à l'inverse, voilà, des filles aussi, bien entendu, mais il y en a aussi. Et quelque part, la règle qu'on met sur le genre, en réalité, elle n'existe pas. C'est l'envie qu'on a, qu'on peut développer. Et qu'on soit une fille ou un garçon, on peut aller dans n'importe quelle formation. Un garçon peut être infirmier aussi, bien sûr. Comme une fille peut travailler en élevage. Moi, j'en connaissais pas mal aussi. C'était les BTSPA à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de filles. En école supérieure aussi, vétérinaire, il y a beaucoup de filles, par exemple. Oui, et je pense que, encore une fois, l'avancée du progrès, qui se continue, bien entendu, avec tout l'aspect numérique, va toujours dans le sens, je trouve, de cette facilitation-là, de l'ouverture à la fois aux hommes et aux femmes dans ces milieux-là, quoi. Et on voit bien même dans les métiers, finalement, même de l'agroéquipement, même si longtemps, bon, c'est vrai qu'il y avait quand même une contribution peut-être physique qui était peut-être plus importante. Plus marquée, maintenant, avec les équipements qu'on a, toutes les assistances dont on dispose, encore une fois, la place du numérique
ça s'adresse autant aux Un filles garçon qu'aux qu'à une garçons, fille. quoi, hein. Tout à fait. Ouais. Bon, allez, si on passait à la dernière question. Alors, la question numéro 3. De quoi parle-t-elle? C'est toujours une question formation, nous dit-on. D'accord. À votre avis, quand on évoque le mot formation agricole à un jeune parisien, carrément, il pense, réponse A, hors de question de salir mes talons à la campagne. D'accord. Réponse B, franchement, je vaux mieux que ça. Eh ben dis donc. Réponse C, j'ai pas envie de traire les vaches. Et réponse D, si je peux avoir une formation sur Twitch, pourquoi pas? Donc là, on sent qu'il y a des clichés encore, hein, évidemment, qui sont véhiculés. Je pense quand même que les choses avancent quand même, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens, en tout cas, réalisent que toutes les avancées technologiques servent autant la cause de l'agriculture que tous les autres métiers, en fait, toutes les autres formations. Je pense que de ce point de vue-là, les choses ont vraiment beaucoup avancé quand même en matière de machinisme agricole, bien sûr. Tout le monde a entendu dire que tous les équipements sont assistés par voilà, tout le pilotage satellite, qu'aujourd'hui les drones sont arrivés en agriculture. Il y a plus de drones et de satellites en agriculture qu'à l'armée. Hein. Mais oui, mais oui. Toutes les notions de capteurs, tous les instruments de mesure sont au service aujourd'hui de l'agriculture de précision. Enfin, j'espère en tout cas que tout le monde a entendu ça. Ben pas encore, hein, parce que moi j'ai encore eu la question hier, à quoi servent les technologies en agriculture? Ah, d'accord. Et ça c'était un journaliste qui me l'a posé là sur France 3. Et on voit qu'il y a encore une incompréhension quand même chez certains. On voit que certains groupes parfois écolos disent mais oui, mais la technologie en réalité elle est utile que pour l'intensification des cultures, alors que en réalité elle est pour, oui certes, une optimisation de la production en culture, mais elle est aussi très utile pour les nouvelles pratiques. Si on parle de GPS, RTK, j'allais dire pour faire du strip-till ou des choses comme ça. Moi, la réponse que j'ai donnée à ce moment-là, c'est de dire, mais vous imaginez un médecin qui n'utilise pas des nouvelles technologies pour analyser un petit peu ce qui se passe chez un patient. On envoie au radiologue, il utilise des appareils aussi. Et pourquoi on ne devrait pas nous l'utiliser pour des plantes, pour des animaux, pour voir l'atmosphère et puis ne pas avoir que le ressenti de l'agriculteur, parce qu'on n'est que des humains, comme mesure, quoi. Parce que si on n'a que ça, en réalité, c'est au doigt mouillé, quoi. C'est au pif, quoi, quelque part. Alors ça, c'est terrible parce que aujourd'hui, l'agriculture est un peu victime de cette pression-là qui voudrait l'enfermer dans cette image très bucolique, passéiste et complètement, évidemment, irresponsable aujourd'hui. Hein. Mais on est un peu tributaire de ça. On est enfermé, oui, comme je disais, un petit peu par ça, par ce discours qui est un peu véhiculé. On voudrait cet agriculteur dans ses prairies avec ses 3 vaches et ses 5 poules. Bon, alors que tout le comme monde, si le progrès technologique ne pouvait pas servir de manière honorable la cause agricole comme elle sert la cause de tous les métiers, en fait. Tout à fait. Et encore une fois, les drones, les capteurs, la robotique, le numérique peuvent servir l'agriculture de manière évidemment vertueuse. Quand on parle de l'agriculture de précision, c'est tout simplement pour utiliser moins d'intrants, puisque les préoccupations environnementales aujourd'hui nous le demandent. Eh bien, tous ces instruments de mesure doivent nous permettre effectivement de le faire. Et on a des tas aussi de capteurs dans les élevages qui doivent nous aider à améliorer la condition animale aussi, le bien-être animal, puisque la demande sociétale va dans ce sens-là aussi. Et puis il faut parler, excuse-moi Thierry, je te coupe, mais il faudrait qu'on parle aussi du bien-être de l'agriculteur, le bien-être de l'éleveur, parce que le robot de traite, il est fait aussi pour améliorer la condition de l'éleveur laitier. Parce que la traite, elle peut se faire de manière automatique et l'animal, non seulement il n'en souffre pas, mais même on se rend compte qu'il s'accommode très bien de ça, parce que la vache, elle va se faire traire librement
et elle va y aller 3 fois dans la journée si elle en a envie. Elle ira même 4 fois, même 5 fois pour certaines. Alors que quand évidemment c'est l'éleveur qui le fait, bah, voilà, on va le faire 2 fois, une fois le matin, une fois le soir, à heure fixe. Donc il faut évidemment qu'on fasse beaucoup de pédagogie autour de ça pour que les gens comprennent que tous ces progrès-là amènent aussi des meilleures conditions pour tout le monde, quoi. Ouais, non mais c'est sûr, et on en parlait tout à l'heure justement avec Dominique là, qui est aussi dans la structure, qui fait un élevage en porcin, et on s'est bien dit, un éleveur qui est bien dans sa tête, qui est bien reposé ou qui peut exercer sa profession, il aura forcément des bêtes qui sont bien, évidemment, donc qui vont produire. C'est une nécessité, parce que s'il veut avoir des bêtes en bon état, en bonne santé sanitaire, il faut qu'il soit bien dans ses baskets. Exactement. Et donc les deux vont ensemble, et si les bêtes vont bien, l'agriculteur aussi va bien, et si les bêtes vont pas bien, bah, l'agriculteur ne va pas bien non plus, quoi, forcément. La sérénité, c'est déterminant, hein, dans l'ambiance d'un élevage, quoi. C'est indispensable. Ça, c'est vrai. Bon, bah écoute, je crois qu'on a battu tous les scores là au niveau durée. C'est vrai. Mais bon, c'est vraiment un sujet, la formation, très intéressant. Et puis on a débattu sur un petit peu d'autres choses, et on a parlé de la Bretagne et de ses jolis coins. En tout cas, tiens, si maintenant il y a des jeunes qui veulent se renseigner au niveau formation, sur quoi ils peuvent aller sur un site internet. Alors, il y a aussi des portes ouvertes, ça va commencer, je pense, ici, où c'est déjà commencé, non? Oui, alors le contexte de la crise sanitaire complique beaucoup les portes ouvertes, hein, donc, mais les établissements ont su mettre en place voilà, des modalités alternatives, donc des prises de rendez-vous, des choses comme ça. Oui. Ce qu'il faut que les jeunes sachent, c'est que voilà, ils tapent enseignement agricole, formation agricole, bac pro agricole, bac techno, BTS, avec les systèmes de recherche d'aujourd'hui, hein, sur Internet. Ils trouveront les sites Internet des établissements ou des sites partagés comme celui de l'ONICEP qu'on connaît bien, hein, dans les sites d'orientation, le site même du ministère de l'Agriculture. Et c'est assez facile aujourd'hui, il faut reconnaître, hein, beaucoup plus qu'à une époque, de trouver l'information qu'on cherche, quoi. Moi j'ai encore pas mal de questions parfois. Où est-ce qu'on se forme, ce qu'on fait? Alors j'essaye de répondre, mais je ne peux pas répondre à tout le monde clairement sur toutes les questions. Mais c'est vrai qu'il y a un large choix. Parfois quand on ne vient pas du milieu, c'est un peu complexe, mais c'est vrai qu'en cherchant un petit peu, on trouve. On peut aller dans un établissement, on peut demander à une chambre d'agriculture. On sera orienté. Et si ce qu'on recherche n'est pas dans l'établissement où on va ou qu'on appelle, ils vont forcément vous diriger sur un autre et puis vous dire, bah tiens, non, pour ce type de formation, vous allez voir. Donc ce qu'il faut, c'est simplement y aller, quoi, demander, et puis on aura les renseignements. Il ne faut pas hésiter à chercher. Exactement. Ce qu'il faut surtout qu'ils sachent, c'est qu'une des grandes forces de l'enseignement agricole, c'est sa connexion vraiment forte avec les milieux professionnels, quoi. Oui. C'est le système éducatif en France qui insère le mieux l'enseignement agricole. Oui. C'est-à-dire c'est là où on trouve le plus facilement du travail à la sortie. Quelle que soit d'ailleurs la filière dans laquelle on est. Et une des raisons principales qui explique en fait ça, c'est la connexion vraiment permanente entre ce milieu de l'enseignement et les organisations professionnelles agricoles. Et donc ça en fait un enseignement vraiment adapté aux réalités des métiers d'aujourd'hui. D'ailleurs sur nos établissements, nous sommes nombreux à avoir une exploitation agricole, des ateliers technologiques, sur lesquels donc les élèves sont mis en situation professionnelle vraiment. Donc ça c'est quand même une de ses forces, c'est l'aspect concret, l'aspect réaliste en fait de son enseignement, quoi. Et pour un jeune qui recherche un sens à son travail, il y a quoi de mieux que les professions de l'agriculture pour nourrir les gens, pour j'allais dire leur santé, pour arriver à les accompagner longtemps? Je pense que c'est un des métiers qui a le plus de sens, j'allais dire, sur Terre, quoi. C'est vrai, c'est vraiment le métier pour lequel on n'a pas à se poser la question quand on se lève le matin, oui, à quoi ça sert ce que je fais, quoi. Et c'est pour ça qu'il indispensable. Il y a beaucoup de monde qui, après parfois une carrière professionnelle, vient rejoindre des professions agricoles pour retrouver un sens à leur carrière, quoi. Ça c'est important. Bon, et écoute, merci beaucoup Marc pour cette discussion qui était vraiment très intéressante et puis très, j'allais dire, très enrichissante. Merci Thierry. Et puis moi je vais j'allais dire, on va pouvoir s'arrêter, je vais te déposer et puis moi je vais continuer ma route. Ok. Merci beaucoup. Merci pour ce bout de route partagé, très, très intéressant. Et puis au plaisir. Bonne continuation dans ce périple. Ouais. Voilà, et on y croit évidemment
toujours. Et puis merci agriculteurs de Bretagne de nous accompagner.